Bonjour chers élèves sur une nouvelle vidéo de votre chaîne Défi Bac. Je suis Elmedi Elkourti, votre professeur de français et je vais vous accompagner dans cette série de vidéos afin de préparer au mieux votre examen régional pour l'obtention du baccalauréat. Aujourd'hui, je mets à votre disposition un outil d'analyse fort important dans la perspective de bien comprendre et analyser la tragédie moderne d'Antigone. Nous allons en effet nous intéresser aux spécificités, aux caractéristiques du genre théâtral. Cette vidéo s'adresse aussi à mes élèves de tronc commun avec qui je travaille cette année une tragédie classique, Médée de Corneille. Comme vous le savez, cette année, dans le cadre du programme de la première année bac, vous avez une pièce de théâtre. Il s'agit d'une réécriture de la célèbre tragédie de Sophocle. Pour la petite histoire, c'est au 5e siècle, avant notre ère, en 441 approximativement, que Sophocle fit jouer son Antigone. Il avait écrit auparavant une trentaine de pièces, mais celle-ci fut le plus grand triomphe de l'auteur, en attendant celui de Dip Roy quelques 10 années plus tard. C'est un drame profondément émouvant, qui n'a cessé de remuer les spectateurs au cours des âges, malgré la différence des tempéraments et des sensibilités, malgré l'éloignement des temps, des lieux et des croyances. Le théâtre, chers élèves, se distingue de tous les arts du spectacle par la place qu'il accorde à la parole. Écrit en vue d'une représentation, le texte théâtral appelle une lecture différente de celle que demande la poésie ou le roman par exemple. Le théâtre est à la fois un genre littéraire à part entière et une représentation sur scène. Son analyse porte ainsi sur le texte autant que sur la représentation. Première chose à savoir et à connaître par rapport au texte théâtral, c'est le concept de la double énonciation. On parle de double énonciation car au théâtre, les paroles prononcées se comprennent sur deux niveaux. Les personnages sur scène, d'une part, s'adressent les uns aux autres. Mais à travers les répliques des personnages, l'auteur s'adresse aussi aux spectateurs ou bien aux lecteurs d'une pièce de théâtre. Le jour de l'examen, si on vous demande, par exemple, dans la scène entre Créon et Antigone, à titre d'exemple, à qui s'adresse Créon? Vous n'allez pas répondre seulement Antigone. Vous allez dire que c'est Antigone et le lecteur ou le spectateur. Intéressons-nous maintenant au principe du théâtre. Mais avant, je dois vous parler, chers élèves, de la poétique. C'est un ouvrage d'Aristote qui porte sur l'art poétique et plus particulièrement sur les notions de la tragédie, de l'épopée ou bien de l'imitation. Il a probablement été rédigé autour de 335 avant Jésus-Christ et il a surtout influencé une réflexion occidentale sur l'art pendant des siècles et suscité de nombreux débats. Je vous en parle car je vais évoquer Aristote en parlant des principes du théâtre et vous devriez comprendre pourquoi, vous qui le connaissez en tant que philosophe surtout. Premier principe. C'est la mimésis, qui veut dire imitation en grec. Selon le philosophe grec Aristote, c'est l'imitation des actions réelles par le langage et l'action dramatique. C'est l'objectif du théâtre. On cherche à imiter le réel. C'est notre aspiration. Le deuxième principe, c'est la catharsis, qui veut dire purification en grec. C'est une théorie d'Aristote selon laquelle la tragédie doit susciter terreur et pitié chez le spectateur afin de le purger, le libérer de ses mauvaises pulsions qu'il voit représentées devant lui sur scène. L'illusion dramatique, qui vient du latin illudo, qui veut dire se jouer. C'est un art qui consiste à faire croire au spectateur que ce qu'il voit sur scène, c'est bien le monde réel. Dramatique ici renvoie à l'action théâtrale, drama en grec. La mise en abîme, ou le théâtre dans le théâtre, l'œuvre dans l'œuvre. C'est une représentation d'une pièce de théâtre à l'intérieur d'une pièce de théâtre. Ça permet de mettre en lumière le concept de l'illusion dramatique. On a aussi le concept de la distanciation théâtrale. C'est un principe énoncé par le dramaturge allemand Bertolt Brecht. Le théâtre ne doit pas émouvoir, mais faire réfléchir. Ce qu'on appelle le théâtre didactique. Le spectateur se met à distance du personnage. Abordons maintenant l'Antiquité et la naissance du théâtre.
Le théâtre est apparu en Grèce à la fin du VIe siècle avant Jésus-Christ, dans le cadre des fêtes religieuses qui rythment la vie de la cité. À Athènes, des concours de tragédie et de comédie étaient organisés auxquels assistaient tous les citoyens. Les sujets empruntés à la mythologie ou bien à l'histoire et invitaient les spectateurs à la réflexion mise en perspective par la présence d'un chœur qui est composé de danseurs. Le caractère vivant et collectif du spectacle était donc très important. Les textes des trois grands auteurs tragiques grecs ont été conservés et ont influencé toute l'histoire du théâtre. Vous connaissez ces auteurs, Échille, Sophocle, Euripide. Aristophane a quant à lui laissé des comédies, il a vécu au 5e siècle avant Jésus-Christ. La distinction des genres est donc elle aussi ancienne, reposant sur les différences entre la condition sociale des personnages, les sujets abordés, les émotions suscitées. Dès l'origine, l'effet du spectacle est clair dans l'écriture et la représentation, déterminant les registres comiques et tragiques, rire ou pleurer, divertir ou déranger. À Rome, Sénèque au 1er siècle après Jésus-Christ compose à son tour des tragédies, Plaute dans le 2e siècle des comédies dont certaines servent de modèle à Molière. Définissons maintenant ce qu'est la tragédie, puisque Antigone est une tragédie. La tragédie représente, selon Aristote, une action noble qui, en suscitant pitié et crainte, opère la purgation, la catharsis, rappelez-vous ce qu'on avait vu, de la purgation de ses passions. Elle montre un héros noble luttant contre une force destructrice qui lui est supérieure. Dans cette partie de la vidéo maintenant, nous allons voir les règles du théâtre classique. Certes, Antigone n'est pas une pièce classique, mais elle obéit à ses règles. De 1, nous avons la vraisemblance. Les paroles et les événements présentés sur scène ne doivent pas heurter la raison du spectateur. Ils doivent paraître crédibles, et c'est d'ailleurs le cas pour Antigone. De 2, nous avons la règle des 3 unités. D'une part, l'unité de lieu. L'action doit se dérouler en un lieu unique. Pour Antigone, durant toute la pièce, c'est le palais de la ville de Thèbes. L'unité de temps. L'action doit tenir dans le temps d'une révolution du soleil, ça veut dire un jour. Et Antigone se passe en moins d'une journée, de l'aube à 5 heures. Et finalement, l'unité d'action, puisque l'action a une unité si on peut rien en retrancher sans que la pièce soit ébranlée, perdre son sens. L'intrigue tourne autour d'Antigone dans cette pièce. Il n'y a pas d'intrigue secondaire qui vient gêner l'intrigue principale. Et de 3, nous avons la règle des bienséances, le respect des mœurs en cours à l'époque de l'action d'une part, ce que nous appelons les bienséances internes, et le respect des mœurs du public, par exemple, pas de meurtre sur scène, ce que nous appelons les bienséances externes. Et c'est le cas pour la pièce d'Antigone. Pour bien comprendre et analyser une pièce de théâtre, il faut aussi connaître le vocabulaire du théâtre. Je vous donne seulement le nécessaire à connaître et nous allons commencer par les métiers du théâtre. Le dramaturge ou auteur de théâtre est celui qui écrit la pièce de théâtre. Dramaturge est l'appellation classique. Dans le cas d'Antigone, c'est Jean Anouilh. Nous avons aussi le metteur en scène. Le metteur en scène est celui qui conçoit, organise et dirige les éléments de la représentation, jeu, costume, décor, lumière, etc. Il est aussi celui qui met en évidence un aspect précis du texte. Des mises en scène d'un même texte peuvent être très différentes. André Barsac est le metteur en scène de la première représentation d'Antigone en 1944. Le comédien, quant à lui, c'est tout simplement l'acteur, la personne qui joue un rôle sur scène. Intéressons-nous maintenant au personnage et commençons par le personnage qui vient du latin persona, qui veut dire le masque. Traditionnellement, on distingue les personnages selon le nom, l'âge, le sexe, le rang social et le pouvoir. À chacune de ces identités correspond un caractère. Pour chaque personnage, il a son propre caractère. Le chœur, quant à lui, c'est un personnage collectif du théâtre antique, dirigé par un chef qu'on appelle le coryphée. Il exécute des danses et des chants, il dialogue avec les personnages principaux. Et puis nous avons le concept du protagoniste. Le protagoniste, c'est un personnage principal, ça vient du grec protos qui veut dire premier et agon qui veut dire lutte. Et finalement, nous avons aussi le confident. C'est un personnage secondaire qui écoute, conseille ou bien console un personnage principal. Pour ce qui est de la structure de la pièce,
Chers élèves, il faut distinguer les éléments suivants. L'acte. L'acte est une suite de scènes formant une unité. Chaque acte contient une partie de l'action. L'acte correspond généralement à un changement de temps ou de lieu. La scène, quant à elle, c'est la division d'un acte. Traditionnellement, elle est délimitée par l'entrée ou la sortie d'un personnage. L'exposition, c'est la première étape d'une pièce de théâtre. Elle permet la présentation des personnages et de l'intrigue. Le nœud, quant à lui, c'est le moment de l'action où la volonté des personnages se heurte à des événements qui lui sont contraires. Pour la notion de péripétie et coup de théâtre, au sens strict, c'est le changement de destin du héros. Et en général, c'est un événement inattendu qui perturbe l'action dramatique. Le coup de théâtre, quant à lui, c'est une péripétie d'autant plus surprenante qu'improbable. Elle bouleverse l'action et elle bouleverse les personnages. Le dénouement est la dernière partie d'une pièce de théâtre, dans laquelle l'action s'achève et se termine. Nous arrivons maintenant à la dernière partie de cette leçon, qui portera sur le texte théâtral en lui-même. Et nous allons voir les didascalies. Les didascalies, ce sont des indications de mise en scène, nom des personnages, temps, gestuels, etc. Elles sont écrites dans le texte en italique ou bien entre parenthèses et elles ne sont pas prononcées par les comédiens qui vont jouer les rôles des personnages. Le dialogue, quant à lui, c'est l'échange de paroles imitant une conversation réelle. La réplique correspond à la prise de parole d'un personnage dans une pièce de théâtre. Toute prise de parole est une réplique. L'enchaînement des répliques maintenant, c'est quoi? Ce sont des procédés qui donnent au dialogue l'apparence d'une vraie conversation. On peut avoir des répliques qui sont interrompues, on peut avoir des phrases qui sont commencées dans une réplique et terminées dans la suivante, on peut avoir des mots répétés, etc., etc. La stichométie est une succession de répliques brèves. L'exemple le plus connu dans Antigone est celui entre Antigone et le garde, lorsque Antigone dit soudain « Alors, c'est toi ?» et le garde qui lui répond « Qui? Moi ?» Antigone, mon dernier visage. Donc vous avez vu la brièveté des propos et des répliques. Le garde qui dit « Faut croire » et Antigone qui lui répond « Que je te regarde ». Et ainsi de suite, ce sont des répliques qui sont brèves et qui se succèdent. Ça s'appelle les stichométies. La tirade, quant à elle, est une réplique qui est longue. Elle révèle la psychologie du personnage qui délibère ou bien exprime sa passion. J'insiste sur le fait de connaître les différents types de répliques, car il se peut que le jour de l'examen, on vous pose une question de la sorte. Relevez une comparaison, mais on vous précise, dans la deuxième tirade de crayon, c'est dans la deuxième tirade que vous devriez la trouver, il faudrait savoir c'est quoi une tirade. Le récit, quant à lui, c'est le discours dans lequel un personnage évoque des événements que la scène ne montre pas. Et finalement, nous avons aussi le monologue. C'est une tirade qui n'est pas adressée à d'autres personnages. C'est souvent un personnage seul en scène. Ça sert à exprimer à voix haute les pensées d'un personnage. Et quand ce dernier est confronté à un débat intérieur, on parle dans ce cas de monologue délibératif. Il faut aussi connaître, la notion de l'aparté, ce sont les paroles d'un personnage qui sont adressées directement au public à l'insu de ses interlocuteurs. Maintenant, un petit exercice pratique pour voir si vous avez bien compris toutes les notions qui ont été abordées dans ces explications. Je vous lis le texte qui s'affiche sur la vidéo. Suivez avec moi, chers élèves. Pendant que le prologue parlait, les personnages sont sortis un à un. Le prologue disparaît aussi. L'éclairage s'est modifié sur la scène. C'est maintenant une aube grise et livide dans une maison qui dort. Antigone entrouvre la porte et rentre de l'extérieur sur la pointe de ses pieds nus, ses souliers à la main. Elle reste un instant immobile à écouter la nourrice surgit. La nourrice, d'où viens-tu? Antigone, de me promener, nourrice. C'était beau, tout était gris. Maintenant, tu ne peux pas savoir, tout est déjà rose, jaune, vert. C'est devenu une carte postale. Il faut te lever plus tôt, nourrice, si tu veux voir un monde sans couleur. Elle va passer. La nourrice,
Je me lève quand il fait encore noir, je vais à ta chambre pour voir si tu n'es pas découverte en dormant et je ne te trouve plus dans ton lit. Antigone. Le jardin dormait encore. Je l'ai surpris, nourrice. Je l'ai vu sans qu'il s'en doute. C'est beau un jardin qui ne pense pas encore aux hommes. La nourrice. Tu es sorti. J'ai été à la porte du fond. Tu l'avais laissé entrebâillé. Antigone. Dans les champs, c'était tout mouillé et cela attendait. Tout attendait. Je faisais un bruit énorme, toute seule sur la route et j'étais gênée parce que je savais bien que ce n'était pas moi qu'on attendait. Alors j'ai enlevé mes sandales et je me suis glissée dans la campagne sans qu'elle s'en aperçoive. La nourrice, il va falloir te laver les pieds avant de te remettre au lit. Antigone, je ne me recoucherai pas ce matin. La nourrice, à 4 heures, il n'était pas 4 heures, je me lève pour voir si elle n'était pas découverte, je trouve son lit froid et personne dedans. Antigone, tu crois que si on se levait comme cela tous les matins, ce serait tous les matins aussi beau, nourrice, d'être la première fille dehors? La nourrice. La nuit, c'était la nuit. Et tu veux me faire croire que tu as été te promener? Menteuse, d'où viens-tu? Antigone a un étrange sourire. C'est vrai, c'était encore la nuit. Et il n'y avait que moi dans toute la campagne, à penser que c'était le matin. C'est merveilleux, nourrice. J'ai cru au jour la première aujourd'hui. La nourrice. Fais la folle, je la connais la chanson. J'ai été fille avant toi, et pas commode non plus, mais dure tête comme toi, non. D'où viens-tu, mauvaise? Antigone, soudain grave. Non, pas mauvaise. La nourrice, tu avais un rendez-vous, hein? Dis, non peut-être. Antigone, doucement. Oui, j'avais un rendez-vous. La nourrice, tu as un amoureux? Antigone, étrangement, après un silence. Oui, nourrice, oui, le pauvre, j'ai un amoureux. La nourrice éclate. Ah, c'est du joli, c'est du propre. Toi, la fille d'un roi, donnez-vous du mal pour les élever, elles sont toutes les mêmes. Tu n'étais pourtant pas comme les autres, toi, à t'attifer toujours devant ta glace, à te mettre du rouge aux lèvres, à chercher à ce qu'on te remarque. Combien de fois je me suis dit, mon Dieu, cette petite, elle n'est pas assez coquette, toujours avec la même robe et mal peignée. Les garçons ne verront qui se mène avec ses bouclettes et ses rubans, et ils me la laisseront sur les bras. Eh bien, tu vois, tu étais comme ta sœur, et pire encore, hypocrite. Qui est-ce? Un voyou? Hein, peut-être? Un garçon que tu ne peux pas dire à ta famille? Voilà, c'est lui que j'aime, je veux l'épouser, c'est ça, hein, c'est ça? Réponds donc, fanfaronne. Antigone a encore un sourire imperceptible. Oui, nourrice, la nourrice. Et elle dit oui, miséricorde. Je l'ai eue toute gamine, j'ai promis à sa pauvre mère que j'en ferais une honnête fille, et voilà. Mais ça ne va pas se passer comme ça, ma petite. Je ne suis que ta nourrice et tu me traites comme une vieille bête. Bon, mais ton oncle Crayon saura, je te le promets. Antigone, soudain un peu lasse. Oui, nourrice, mon oncle Crayon saura. Laisse-moi maintenant. Passons aux questions maintenant. Première question, quelle information la didascalie initiale donne-t-elle? Deuxième question, quelle didascalie montre le calme d'Antigone? Troisième question, quelle indication scénique montre la colère de la nourrice? Et quatrième question, quelle attitude souligne les instructions données par l'auteur à l'actrice qui jouera le rôle d'Antigone? Cinquième question, à travers sa première réplique, pourquoi pourrait-on dire qu'Antigone a une façon différente de voir la beauté? Sixième question, relever une personnification dans la troisième réplique d'Antigone. Et dernière question, relever une antiphrase dans la première tirade de la nourrice. Vous pourrez mettre sur pause et répondre aux questions. Et maintenant, commençons à répondre. La didascalie initiale est cette portion de texte qui s'affiche devant vous. On appelle didascalie initiale la didascalie qui, au début d'une pièce, présente l'apparence de la scène au moment du lever de rideau. La didascalie initiale nous donne donc des informations sur le temps, une aube grise et livide, le lieu, une maison qui dort et la posture des personnages. Rentre de l'extérieur sur la pointe de ses pieds, ses souliers à la main pour Antigone. Pour la deuxième question, la didascalie qui montre le calme d'Antigone est doucement. Troisième question, l'indication scénique, ou bien la didascalie, c'est juste une formulation différente, qui montre la colère de la nourrice, c'est éclate. Pour la quatrième question, les instructions données par l'auteur à l'actrice qui jouera le rôle d'Antigone, ou bien encore une fois didascalie, c'est juste une façon encore une fois différente de le dire, souligne une attitude mystérieuse. Regardez, à un étrange sourire. Étrangement, après un silence, a encore un sourire imperceptible et aussi insaisissable, soudain grave, soudain un peu lasse, etc. Pour la question 5, il faut lire la première réplique, donc les premiers propos qui sont prononcés par Antigone. On peut dire qu'Antigone a une façon différente de voir la beauté, car elle trouve beau un monde gris, un monde qui est sans couleur.
Et pour répondre à la question 6, il faut chercher la troisième réplique d'Antigone, donc la troisième fois qu'elle parle pour trouver la personnification. La personnification est donc « Je me suis glissé dans la campagne sans qu'elle s'en aperçoive ». Pour la dernière question, il faut trouver la première tirade de la nourrice, donc la première réplique longue et conséquente de la nourrice. L'antiphrase qu'on trouve donc dans la première tirade de la nourrice, eh bien c'est du joli, c'est du propre. Voilà, donc j'espère que vous avez vu que le vocabulaire du théâtre, ces spécificités du texte théâtral sont très importantes à connaître puisque effectivement les questions de l'examen régional peuvent aussi porter sur ça. On peut vous demander, comme vous venez de le voir, sur les 7 questions, il y a au moins 3 ou 4 questions qui ont déjà été posées dans des examens régionaux. On peut vous poser des questions par rapport à ça. On pourrait vous dire, relever par exemple une comparaison dans la première tirade, relever une personnification dans la troisième réplique. Il faudrait connaître tout simplement ces concepts, c'est fort important. Sur ce, je vous dis comme d'habitude, chers élèves, ciao!